Bonjour à tous et bienvenue dans la Taverne du Gamer. Je suis Kira, accompagné de Sid. Bonjour Sid, comment vas-tu ? Qu'est-ce que tu as fait cette semaine ? Fais-nous rêver. Bonjour Kira, bonjour à tous. Cette semaine, j'ai fait plein de choses passionnantes, enfin que j'ai trouvé passionnantes. J'ai pas mal squatté Apple TV+, tu sais qu'on en parle beaucoup et j'adore le contenu qu'ils font. Donc, série Ted Lasso qui a repris, saison 3, et Shrinking, une série où on suit des thérapeutes, tu sais, avec Harrison Ford dedans. Oui, ça me tente beaucoup ça. Je l'ai fini la saison, c'est une mini-série, elle est exceptionnelle. Et après, côté manga, j'ai continué Chainsaw Man, dont voilà, je suis complètement addict. Et en jeu, j'ai fini Chia ce matin, donc je vais en faire une chronique. Et un petit peu de rétro gaming. Donc tu m'as donné envie de me remettre sur du rétro gaming avec ta chronique très réussie de la semaine dernière. Et j'ai craqué, tu as reçu une photo cet après-midi de Resident Evil 4 Remake que j'ai acheté. J'ai cru pouvoir résister, mais non. Donc voilà. Semaine bien remplie. Et toi ? Je te comprends. C'est vrai que Resident Evil 4, c'était un peu le fil rouge de ma semaine. J'ai joué à Resident Evil toute la semaine. J'ai été voir Creed 3, du coup, que j'ai beaucoup apprécié. J'ai également repris la saga Pirates des Caraïbes. J'ai regardé les 2 premiers. Et mon sujet hors sujet d'ailleurs est un film que j'ai regardé pas plus tard qu'aujourd'hui. Donc ça je vous en parlerai tout à l'heure. En parlant de tout à l'heure, au niveau du sommaire, qu'est-ce que tu peux nous raconter de bon ? On va parler de Zelda, de Nintendo aussi. Je dis pas trop ce qu'on va dire, mais on va parler de pas mal de Nintendo, de Resident Evil 4 avec un énorme succès pour eux. Et voilà, dans nos chroniques, il y aura une mauvaise nouvelle qu'on va vous annoncer, vous verrez laquelle. Et derrière, CD Projekt qui nous parle du studio et du prochain DLC de Cyberpunk. En jeu de la semaine, je l'avais annoncé la semaine dernière, c'est Wolong Fallen Dynasty. Et en sujet hors sujet, tu en parlais, on a déterré une vieille pépite, enfin vieille, années 90, une pépite française, donc La Cité des Enfants Perdus. Exactement. Bon, beau programme, il n'y a plus qu'à attaquer, donc générique. Générique. L'eShop de la 3DS et de la Wii U ont fermé leurs portes, donc ce qui signifie que, comme l'eShop a fermé, il n'est donc plus possible d'acheter des jeux sur les 2 plateformes. Ce changement a eu lieu donc le 27 mars 2023, donc c'était il y a quelques jours, du moins sur la journée sur laquelle on enregistre. Sur son site, Nintendo explique qu'il sera possible pour ses utilisateurs de recharger du contenu qu'ils possèdent, donc de télécharger des mises à jour des logiciels existantes également, et de télécharger les quelques thèmes gratuits à disposition. Donc la prise en charge des paiements par carte de crédit avait pris fin le 23 mai 2022, donc c'était déjà il y a quelques temps. Oui. Les cartes Nintendo eShop ne peuvent plus être échangées depuis le 29 août 2022 également, mais depuis lundi, vous ne pouvez plus rien acheter ni télécharger de nouveaux jeux sur l'eShop de la 3DS donc, et de la Wii U. Donc une page se tourne, vous ne pourrez pas non plus acheter du contenu additionnel, même si vous le voulez, là c'est trop tard. Ce qu'il faut savoir également, c'est que du coup la DS s'est quand même vendue à 154 millions de pièces et la Wii U à 13,56 millions. Donc on sent quand même la Jean-Claude Van Damme entre les 2 chiffres. Mais une page se tourne, c'était une grande console de Nintendo et une autre un petit peu moins, mais qui avait qui était quand même cool, mais qui s'est pas aussi bien vendue. Donc voilà. Tu sais que moi j'ai acheté encore des jeux pour ma 3DS, édition Animal Crossing qui est magnifique. Je mettrai des photos à l'occasion. Carrément. Donc c'est un peu triste. Après, je pense pas qu'il y ait encore des joueurs sur Wii U et je suis même pas sûr qu'il y en ait vraiment eu un jour, mais en tout cas, on avait connu, tu sais, la fermeture du PS Store pour la PS3 et la PS Vita en 2021. Ouais, et Sony avait dû rétro-pédaler parce que ça avait fait un foin énorme. Et là, je suis certain que comme c'est Nintendo, tu vois, ça va passer comme une lettre à la poste. Alors que les consoles sont plus récentes en plus. Exactement, et puis en plus, gros parc de consoles, 154 millions de pièces pour une DS. Potentiellement, il y a encore des gens qui y jouent. Après, bon, faut bien arrêter un moment ou un autre, et puis surtout, ça leur permet de miser tous les serveurs sur la Switch. Il y a également le Switch Online avec l'accès à des jeux, des jeux rétro. Donc après, c'est peut-être aussi pour pouvoir lancer justement plus sereinement leur système d'abonnement. Ouais, t'as raison. Après, je le dis souvent, à un moment, il faut passer aussi aux nouvelles générations. Là, la Switch est très installée, donc il était temps. Le rideau se ferme, comme on dit. Voilà, c'est ça. Donc, allez, une petite larme, on va dire.
Restons chez Nintendo. Mon cher Kira, parlons de Zelda Tears of Kingdom, donc la suite de Breath of the Wild, qui a été GOTY de 2017, Breath of the Wild. Donc j'ose espérer que Zelda Tears of Kingdom laissera sa place à d'autres jeux cette année, comme FF16, on en parlait, ou Hogwarts Legacy pour toi. Donc le jeu sort le 12 mai, et là, Eiji Aonuma, le producteur de Zelda, qui est sur les Zelda depuis Ocarina of Time, nous annonce que le développement est terminé. Donc déjà, c'est une bonne nouvelle. C'est rassurant quand même. Alors, il est terminé comme les derniers Pokémon ou il est terminé Alors ça, ce sera la grande inconnue. Non, j'ose espérer qu'il est terminé. Et en plus, il a joué un petit peu devant nous. Bon, je pense que c'était fake, mais en tout cas, il avait sa petite manette et on a vu du gameplay. Donc ça a commencé, c'était 10 minutes de gameplay très axé sur les nouveaux pouvoirs de Link. En fait, on a vu quasiment que ça. Où on commence, on voit les îles célestes qui surplombent la Terre, la map très très haut dans le ciel. Il y a un ascenseur qui descend et Link monte dessus et il utilise un premier pouvoir qui est rétrospective, qui lui permet d'inverser le mouvement d'un objet. Donc hop, il remonte dans les îles qui sont dans le ciel. Donc franchement, ça c'est assez joli. Tu vois, ça fait un spectacle très, très à la Ghibli, château dans le ciel, etc. Enfin, c'est vraiment, vraiment très sympa. Et là, on découvre une grosse partie de ces 10 minutes sont consacrées au nouveau pouvoir qui est Amalgame. Donc, tu peux combiner différentes armes entre elles. Donc, une pierre et un bout de bois pour faire une massue, un champignon et un bouclier pour que quand l'ennemi tape dessus, il ait du poison qui lui fait face. On peut combiner aussi les flèches avec l'œil d'un ennemi pour les têtes chercheuses ou de la glace. Enfin, Amalgame, ça a l'air d'être vraiment très très complet en termes de fonctionnalité. Ouais, ça fait plein de choses. Ouais, on peut faire pas mal de choses. Après, il y a eu Emprise qui permet de coller deux objets entre eux et on a vu qu'avec plusieurs rondins de bois, il a fait un radeau. Ensuite, il y a eu Infiltration qui permet de traverser, c'est un peu bizarre, mais sur le principe, je pense que ce sera utile, mais ça permet de traverser les plafonds. Donc, par exemple, tu es dans une grotte, dans une montagne, tu utilises Infiltration et hop, tu remontes jusqu'au sommet de la montagne. Donc, je pense que ce sera pour faciliter un petit peu l'exploration des grottes, s'il y en a. D'accord. Et on a découvert des nouveaux ennemis, les golems, et qui en plus, sur les ennemis, eux aussi pourront utiliser la compétence Amalgame. Donc, on aura des ennemis avec plein d'armes différentes, assez variées, et à la fin, il a terminé sur la possibilité de construire des véhicules, donc avec Amalgame, Emprise, avec les différentes fonctionnalités et compétences de Link, on pourra créer carrément une montgolfière, un radeau avec des petits moteurs à l'arrière. Enfin bref, ça a été 10 minutes très très axées, si tu veux, sur la créativité du joueur, les inventions, et dans ça j'ai retrouvé quand même l'ADN de Nintendo ça fait partie un petit peu de leur marque de fabrique. Donc j'ai trouvé ça intéressant. C'était pas fou, j'étais pas transcendé, mais c'était rigolo de voir ces fonctionnalités. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que le côté construction en fait est pour le coup pertinent sur du Zelda. C'est aussi assez inédit et novateur. C'est vrai que sur Breath of the Wild, on pouvait faire à manger en fait, et si c'est un peu le même principe, ça peut être drôle. Après, je t'avoue que moi j'ai pas été emballé plus que ça. Le jeu a l'air, la direction artistique a toujours l'air très belle, c'est pas le souci. Mais moi qui suis un gros fan de Zelda, je me suis dit ok, enfin je vais le faire, mais je suis pas hypé ou surhypé, tu vois. Ce qui est rare pour un Zelda, parce que d'habitude dès qu'il y en a un nouveau qui sort, j'en peux plus là. Là je suis plutôt sur la retenue. Ouais, sur la retenue, c'est ça. Je suis un peu plat, on va dire. Mais je comprends complètement ton sentiment, parce qu'en fait cette conf, déjà c'était, tu vois, on parle souvent des formats, comment les développeurs maintenant communiquent, etc. Et j'ai trouvé ça déjà assez étonnant, 10 minutes où t'as le producteur du jeu qui joue un peu devant nous, mais en mode tout tranquille. Il se passe pas grand chose, on voit les différents pouvoirs. Donc c'est vrai que tu as raison, c'était pas transcendant. Moi j'étais à fond dedans parce que je trouvais assez ludique, si tu veux, le côté des découvrir nouveaux pouvoirs. Mais par contre, il y a rien qui claque à l'œil, t'as aucune phase épique. Bref, c'était un format un peu à contre-courant. Encore une fois, Nintendo, tu vois. Le fait de présenter les pouvoirs, c'était une bonne idée en soi, mais j'aurais plutôt vu pour une deuxième vidéo, par exemple. Carrément. Un truc tout bête, mais ça aurait été bien de poser un peu le décor. On voit les îles célestes en hauteur. Ça aurait été bien de faire une première vidéo qui nous présente un peu l'univers de cette suite. Du coup, voir si on s'éloigne vraiment de Breath of the Wild, ou c'est vraiment la même map avec un skin différent en fait. C'est un petit détail, mais moi qui attache beaucoup d'importance au level design et à l'univers, je suis un peu resté sur ma faim quand même. Je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que de nous deux, j'ai été quand même le plus séduit, mais c'est vrai que avec le recul, je me dis, c'est vrai que voilà, c'était
C'était un peu plan-plan. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant, mais je pense qu'il y a plein de personnes qui seront tu vois, avec le même avis que le tien. Après, même si les features sont bonnes, bon, après, à voir en tout cas, j'attends la sortie quand même, mais Oui. bon, voilà, ça roulotte, quoi. C'est clair. Alors, Resident Evil 4, deuxième meilleur démarrage de la licence. Donc je parle bien du remake, bien entendu. Capcom a annoncé la nouvelle sur son site à travers un communiqué de presse, donc je vais vous lire tout à l'heure, dévoilant le chiffre impressionnant de 3 millions d'unités vendues en 2 jours. Le communiqué en question, c'est les ventes cumulées des jeux de la série dépassent désormais les 135 millions d'unités depuis le lancement du premier titre en 96. C'est pas mal quand même. Ouais, énorme. Aujourd'hui, plus de 27 ans plus tard, le soutien continu d'une base de fans passionnés à travers le monde en a fait une série phare de Capcom. En plus d'avoir obtenu d'excellentes notes sur les sites d'évaluation en ligne, le titre a attiré les éloges et l'attention suite à la sortie de la démo Shenso, dans laquelle les joueurs pouvaient profiter de l'ouverture du jeu, ce qui a permis aux ventes mondiales du titre de dépasser les 3 millions d'unités au cours des 2 premiers jours suivant la sortie. Donc bravo, c'est déjà très très bien. Capcom reste fermement engagé à satisfaire les attentes de toutes les parties partenaires en tirant parti de ses capacités de développement de jeux de pointe afin de créer des expériences de jeux très divertissantes. Pour faire un point, Resident Evil 6 est le seul jeu de la saga à avoir fait mieux en 2012 avec 4,5 millions d'exemplaires vendus en 2 jours. Toutefois, la licence de Capcom a été battue en fait. Il y a une autre licence Capcom qui a fait mieux que Resident Evil 6. Est-ce que tu sais c'est laquelle ? Eh ben non, tu vois, quand t'écoutant là, je me dis mince, ça peut être quoi ? Franchement, Capcom, je dirais Street Fighter peut-être qui fait mieux, non ? Je sais pas. Alors pas du tout, c'est Monster Hunter World qui s'est vendu à 6 millions d'exemplaires en 2 jours en 2018. Évidemment, ouais. Ok. Donc grosse force de frappe pour Resident Evil, mais très grosse force de frappe pour Monster Hunter. C'est obscène. En rédigeant la news et que j'ai vu les chiffres, j'ai fait oh la vache, donc c'est pour ça que je me suis dit c'était le moment d'en parler un petit peu. C'est rigolo, ouais, carrément. Resident Evil 4 Remake est disponible dès maintenant donc sur PC, Xbox, PlayStation, enfin sur toutes les bonnes consoles on va dire. Et le DLC gratuit Mercenaries sortira en avril. Ouais, très impressionnant. Moi, j'avais regardé un petit peu, tu sais, les chiffres sur Steam. Et à sa sortie, il y avait plus de 130 000 joueurs en train de jouer simultanément. C'est vraiment une dinguerie. Resident Evil Village, on est plutôt aux alentours de 100 000. Et sur Steam, le dernier record, c'est Hogwarts Legacy, forcément, qui a fait presque 1 million en une semaine. Et à titre de comparaison, un jeu que tu avais fait, Dead Space Remake, le jour de sa sortie, il était à 31 000. Donc, tu vois, quasiment 4 fois moins, quoi. Donc très très belle performance. C'est vrai que Dead Space c'est pas une marque qui est aussi installée, mais ça restait un très bon jeu. Mais j'en parlerai lors de mon test justement la différence entre un bon et un mauvais remake, je pense. Oh. Ça c'est en plus un bon sujet de débat. Ça, c'est le sujet qu'on aime bien. Un bon sujet de débat. Bon, je dis pas que Dead Space est un mauvais jeu, bien au contraire, mais la différence entre un vrai remake travaillé, pertinent, quand on se souvient des conclusions de mon test, je disais autant faire le Dead Space de 2008 en fait, plutôt que le remake, et moi, vous verrez, mais il y a des différences. Moi, tu sais que je voulais pas prendre Resident Evil 4 Remake parce que je suis une des personnes qui considérait que l'initial était très bien, il n'y avait pas besoin d'un remake. Donc j'ai craqué déjà, et en faisant le jeu, on verra si mon avis change, mais je suis vraiment curieux de voir ton avis. Ouais, carrément, et puis en plus, si tu l'as fini d'ici là, on pourra échanger plus... Fini peut-être pas, mais je l'aurais attaqué en tout cas comme il faut, je pense. J'aurais bien attaqué, ouais. Pour continuer, tu avais commencé les news Kira avec une page qui se tournait, avec un rideau qui se baissait, et là on va parler de l'E3. Donc nous sommes vendredi aujourd'hui quand on enregistre. J'avais terminé ma news jeudi, que j'ai dû réécrire ce matin parce que donc ma news initiale c'était Ubisoft se désengage de l'E3. Donc l'E3, le grand salon du jeu vidéo, j'ai pas besoin de vous en parler. À l'épisode 15, je faisais une rétrospective justement sur l'E3, donc je vous invite à le checker. Et donc il y avait Ubisoft qui s'était désengagé, il y a Sega, il y a Tencent, donc ça c'était jeudi où j'avais noté tous ces petits, ces gros constructeurs qui ont dit c'est terminé pour nous, qui rejoint la liste du coup de Sega, de Nintendo, de Microsoft qui fera sa conf à part. Pareil, Sony fera son showcase début juin. Il restait du coup en très très gros Activision, mais je vois mal Activision faire quelque chose sans Microsoft. Bandai, Square Enix, enfin bref, il restait un petit peu de monde. Mais le coup près est tombé. L'E3 cette année est terminé.
il est annulé. Ça fait quelque chose quand même parce que nous, on est quand même pas des vieux gamers, mais ça fait un moment qu'on connaît l'E3. On a toujours, en tant que joueur, un petit peu fantasmé l'E3. C'était presque le rêve de gosse d'aller à l'E3. Donc là, écoute, c'est une page qui se tourne. Alors, est-ce que Kira, tu penses que l'E3 c'est terminé ad vitam aeternam ou c'est encore une énième annulation cette année et pour plus tard rebondir dans un autre format? Alors moi je pense que c'est quand même mal barré pour l'E3 parce que s'ils changent pas leur format FISA, on va dire, on va sur de l'annulation pure et simple parce que encore une fois on s'aperçoit, les éditeurs, les développeurs ou même le public se désintéressent de plus en plus de ce genre d'événements. Maintenant avec les salons numériques et avec tous les petits events style Nintendo Direct en fait, toute la scène est occupée toute l'année en fait, ils peuvent communiquer comme ils veulent et donc à moins de faire quelque chose de vraiment novateur et sensationnel, moi je suis très pessimiste sur la suite de l'E3 en fait. Et je partage ton avis, je me doutais que tu dirais ça et en fait moi en plus je me suis habitué aux showcases qu'on a en ligne. J'avoue que j'apprécie le format. Le Microsoft a bien peaufiné. Tu l'avais présenté, le Microsoft Developer, je crois. Oui. On a Sony qui avec leur showcase qui maintenant ça roule, Nintendo Direct. Enfin bref. Et dans cette même soirée, quand l'E3 a été annulé, il y a le Big Boss du Summer Game Fest, donc qui est un autre événement de jeux vidéo le 8 juin. Qui a dit que nous, c'était maintenu avec un petit peu de désinvolture. Enfin, franchement, c'est très mal passé. Parce qu'à l'instant même de l'annonce de l'E3, eux, ils disent non, nous, on est là. Ils annoncent en grande pompe leur Summer Game Fest. Donc, j'ai trouvé ça très maladroit. Pas très fair-play. J'ai vu vraiment ça comme des vautours qui venaient dévorer la carcasse de l'E3. Moi, je suis presque sans satisfaire. Ouais, donc, tu vois, le Summer Game Fest... Je les ai sentis se gargariser de la situation et c'est dommage quand même. CD Projekt nous donne des news sur sa santé et un date à Night City. Oh. Le studio nous donne désormais rendez-vous en juin pour une nouvelle présentation de son extension de Cyberpunk Phantom Liberty. Dévoilée en septembre dernier, elle permettra aux joueurs de découvrir un nouveau quartier de Night City ainsi que de nouveaux personnages. Parmi eux, on retrouve bien sûr Solomon Reed, incarné par Idris Elba, acteur que j'adore. Idem. Rappelons quand même que cette extension sera uniquement disponible sur Xbox Series X, XS, PC et PS5, donc rien pour la old-gen. C'est important de le souligner parce qu'au vu des déboires qu'a eu Cyberpunk à sa sortie, je pense que c'est plus rassurant dans ce sens-là en fait. Tu as raison de le dire, oui, je pense. Alors après, c'est vrai qu'il y a des gens qui avaient précommandé, donc ils ont été remboursés a priori, mais en l'état, voilà, donc c'est vraiment uniquement sur la génération actuelle, parce qu'on peut dire que maintenant c'est plus de la next-gen, c'est de la génération actuelle. Ouais. À côté de ça, ils en ont profité pour nous donner des informations sur l'année 2022 du studio et on peut dire que ça a été une très belle réussite, marquée par la renaissance de Cyberpunk, déjà en partie grâce à la série Edge Runner qui était sortie sur Netflix et qui était très très cool. Puis en fin d'année, la version next-gen de The Witcher 3. Ouais, excellent. Qui a aussi pas mal aidé car ça a permis de relancer les ventes du titre. Là on va passer dans la série un peu plus, on va chiffrer un petit peu tout ça, donc c'est le côté moins intéressant on va dire, du moins pour certains, mais en tout cas voilà, ça reste quand même intéressant, c'est que le groupe observe un chiffre d'affaires de 221,8 millions de dollars, soit une hausse de 7,2% par rapport à l'année précédente. Ah ouais, quand même. Ce qui est quand même un peu vénère, mais là où c'est intéressant, c'est au niveau du bénéfice net, il comptabilise 80,8 millions de dollars, ce qui vaut à une hausse de 66,1% par rapport à 2021. Donc c'est quand même une sacrée année pour CD Projekt. Ouais, c'est une très belle année. C'est vrai que beaucoup de gens se disaient CD Projekt avec Cyberpunk, ils ont chié dans la colle, ils n'arriveront jamais à s'en remettre et tout. N'empêche, 2 ans après, les mecs ils sont chauds. Ça tient toujours, la baraque elle tient. Et j'ai vu 20 millions d'exemplaires, Cyberpunk. La saga The Witcher, 65 millions de copies. Donc franchement, c'est des très très beaux résultats. Ils avaient parlé, je crois, du développement de The Witcher 4 qui était un peu plus compliqué que prévu parce que ils ont abandonné, tu sais, leur moteur maison, au profit de l'Unreal Engine. Donc ils galèrent un petit peu. Et ils ont repris à zéro aussi le spin-off The Witcher Sirius. Tu sais, un épisode qu'ils avaient annoncé en grande pompe comme un spin-off à la saga, qu'ils ont repris de zéro.
Donc ouais, ça fait un petit peu peur sur ces deux dossiers. Mais en tout cas, quel studio, hein, franchement, belle réussite. C'est clair. Après, pour la partie The Witcher 4, le fait qu'il tâtonne un petit peu avec un nouveau moteur graphique, c'est compréhensible. Hein. C'est vrai que les développeurs n'étant pas formés forcément aussi bien que sur l'ancien moteur, mais fallait y passer en fait. C'est vrai que c'est un moteur qui est un peu vieillissant, malgré le lissage next-gen sur The Witcher 4, sur The Witcher 3 ou même sur Cyberpunk. Bon, on sent quand même que les jeux sont arrivés le moteur graphique est arrivé à la limite de la limite. Ouais, donc c'est un mal pour un bien, tu veux dire. Voilà, pour moi c'est un mal pour un bien. Par contre, c'est vrai que reprendre à zéro le développement du spin-off, là je t'avoue, oui, je suis comme toi, je serre un peu les fesses. En tout cas, on est tous les deux fans de ce studio. Hein. Enfin, toi, t'as encore plus aimé Cyberpunk que moi, je crois. J'ai trouvé que c'était un bon jeu. Mais c'est vrai. Après, je suis fan de Cyberpunk de base, donc on va dire que c'est un peu comme Batman, quoi, la cécité du fan. Je lui pardonne certaines choses. C'est presque un petit cadeau qu'ils t'ont fait rien que pour ça. C'est ça, exactement, mon petit bonbon. Ainsi se concluent les news. Donc, on va passer sur ton test, le test de... Rappelle-moi. Wolong Fallen Dynasty. Voilà, rien à voir avec un jeu From Software, on est d'accord. Parce qu'il est un peu vendu comme ça, quand même. Ah, pas mal. Je m'attendais pas à cette question. Ma chronique s'appelle Wolong est-il un sous-Sekiro ? Je l'avais un peu teasé la dernière fois, mais c'était franchement juste pour faire un peu de putaclic. Parce que j'ai pas axé ma chronique là-dessus, vous en doutez, ça aurait fait trop fanboy Sekiro. Mais en tout cas, t'as raison, il s'est revendiqué un petit peu dans le marketing comme essayant de grappiller des parts de joueurs des Dark Souls et autres Elden Ring, ces petites joyeusetés. Oui, donc on va voir un petit peu, donc on t'écoute, vas-y, explique-nous qu'as-tu pensé de cette nouveauté, car c'est une nouveauté. Alors, présentation du jeu, donc c'est un action RPG développé par la Team Ninja et édité par Keiko Tecmo. Donc la Team Ninja, on connaît peut-être au travers de Stranger of Paradise, Final Fantasy, un jeu qui était sorti il y a 1 an ou 2, la saga des Nioh, Dead or Alive aussi, hein, je pense que ça, Dead or Alive, c'est bon. Ça, je connais ça. Voilà. Ninja Gaiden aussi. Et en préparant la chronique, j'avais découvert qu'ils ont travaillé sur un Fire Emblem et c'est eux qui ont fait Hyrule Warrior aussi, en partenariat avec Omega Force, tu sais, pour Nintendo. D'accord. Donc, petite fun fact intéressante. Donc c'est sorti le 3 mars 2023 sur toutes les plateformes, sauf, écoutez, notre bonne vieille Switch, hein, parce que je pense que ça aurait été compliqué. Ça aurait tourné difficilement. Ouais, ça aurait été compliqué. En termes d'histoire, donc on prend place dans la Chine antique à l'époque des Trois Royaumes, donc une période, je crois que tu aimes bien. Une période que j'apprécie beaucoup. Donc aux alentours de 1180 après Jésus-Christ. Donc la dynastie Han, donc qui est un petit peu considérée comme l'âge d'or de la Chine. C'est elle qui a connu cette dynastie, l'ouverture des routes de la soie, l'ouverture à l'Occident. Du coup, c'est un royaume qui a vraiment existé. Et dans le jeu, ce royaume est en proie au chaos. Il y a divers chefs de guerre, grands chefs de guerre qui se livrent des batailles avec en prime des démons qui sont là aussi sur le champ de bataille, donc il y a un côté un peu dark fantasy qui se joint à cette Chine antique. Et dans l'ombre, sans en dévoiler trop, il y a une entité maléfique qui tire les ficelles avec un mystérieux élixir qui permet de donner des pouvoirs un petit peu surnaturels. Notre personnage, il revient d'entre les morts et il est destiné à sauver le royaume de cette terrible menace. Donc il est mort et il revient d'entre les morts, ça fait très très Dark Souls en plus sur... C'est vrai que dit comme ça, c'est quand même très proche de Dark Souls ou Elden Ring. Hein. En termes de gameplay, je vais faire vite sur le gameplay parce que c'est très classique. On saute, on a un bouton pour sauter, on a un bouton de parade, il n'y a pas de bouclier, c'est avec son âme qu'on part les coups. Il y a un bouton de contre. Donc le contre, il est central dans le gameplay, on le verra plus tard, mais les ennemis donnent des coups imparables, donc il n'y a que le contre qui permet de ne pas prendre de dégâts. Il y a un bouton pour les sorts, un bouton pour des invocations, et on peut donner un petit coup ou un grand coup de l'arme que l'on a dans la main. Donc bref, quelque chose, tu vois, sur le papier de somme toute assez classique pour ce style toujours d'action RPG. D'accord. En termes de game design, et c'est là que ça va se corser, donc surtout tu me dis si c'est pas clair, parce qu'il y a 3 axes vraiment fondamentaux dans ce jeu. Le premier, c'est le système de jauge d'esprit, donc qui est comme la stamina ou l'endurance dans les Souls. Quand tu tapes, elle monte et quand elle est pleine, tu peux plus taper, t'es un peu bloqué. Oui. Donc là, c'est une barre qui est neutre au début du combat et quand tu donnes des coups,
Elle se remplit vers la gauche. Quand elle est arrivée tout au bout, pareil, tu es stun, tu peux plus bouger, toi, ton personnage, il peut plus rien faire. Et pour faire partir la barre vers le droite, parce qu'il faut qu'elle soit au maximum vers la droite, cette barre, il faut soit parer, soit contrer, ou soit donner des coups avec son arme, réussir à toucher l'ennemi. Donc finalement, la jauge d'esprit, tu vois, c'est vraiment trouver un équilibre. Parce que, comme je te dis, il y a un centre, il ne faut pas qu'elle aille trop vers la gauche, il faut qu'elle soit plutôt vers la droite, et il faut trouver ce juste équilibre durant les combats, sachant que cette barre, elle sert à tout, à taper, à utiliser les sorts, à esquiver, à parer. Donc tu vois, c'est vraiment une jauge qui est centrale, vraiment comme l'endurance dans les exercices. C'est du coup très important de bien la maîtriser en fait pour pouvoir avancer dans le jeu. Bien jauger cette barre parce que sinon tu vas très vite te retrouver, si elle est pleine, tu peux plus taper, tu peux plus bouger, tu peux plus esquiver. Là, tu te fais évidemment malmener. Je te laisse imaginer. Ouais, c'est chaud là. C'est ça. Tu te fais rouster quoi. Premier gros axe, c'est cette jauge d'esprit. Le deuxième, c'est les niveaux, le level design. Donc c'est là où c'est un petit peu particulier, c'est que c'est des niveaux très fermés qui durent de 15 minutes à 1 heure, qui se terminent par un boss en fait. Donc tu as un level comme ça que tu vas parcourir et tu en as environ une trentaine ou une quarantaine, je dirais, de levels à faire dans le jeu. Et dès que tu as fini, tu reviens à un hub central qui est le village perché c'est un village perché qui est très 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 joli dans les arbres et qui te permettent de rencontrer quelques PNJ dont évidemment l'inévitable forgeron, tu sais, pour vendre son matériel et faire progresser son équipement. Ça n'a rien à voir pour le coup avec un Souls, parce que les Souls c'était plus labyrinthique, mais tout était connecté en fait. Là on est vraiment dans un système un peu old school, avec un niveau à chaque fois, avec je pense un boss à la fin, et on va derrière et ainsi de suite, c'est ça ? Eh bah oui, très juste. D'accord. Donc déjà, premier gros élément différenciant, c'est ce système de niveau, de level. Tu vois, tu fais un level et tu l'as fini, hop, tu reviens à ton hub ou t'enchaînes sur un autre level, mais c'est des couloirs très fermés que tu vas d'un point A à un point B qui est le boss, et une fois que c'est terminé, hop, tu reprends un nouveau level, etc. D'accord. Et le troisième point très important du game design, et après ce sera les plus et les moins, c'est le système de morale, qui est un petit peu le système de niveau de notre personnage et des ennemis durant le niveau. Donc je m'explique, quand on commence un level, donc les levels que je parlais avant, on est niveau 0 de morale généralement, et plus on va tuer d'ennemis sans se faire toucher, plus ce niveau de morale va augmenter pour atteindre un maximum de 25. Et nos ennemis, ils ont aussi ce niveau de morale. Ce qui fait que il faut réussir à avoir un niveau de morale plus élevé que celui de nos ennemis pour justement être plus fort. Tu vois, ça détermine la résistance de ton personnage et aussi les coups que tu donnes, enfin la puissance de tes coups. Donc c'est capital. D'accord. C'est capital vraiment de tenir ce niveau de morale le plus élevé possible. Et pour ça justement, caché dans le level design, au-delà de tuer les monstres et de réussir à pas se faire toucher, il y a des drapeaux qui sont cachés. Et quand tu trouves les drapeaux, ça t'augmente ton seuil de niveau moral minimum. C'est-à-dire que si tu trouves par exemple 5 drapeaux, ton niveau il sera à 10. Si tu meurs, hop, tu resteras à 10. Tu vois, ça te permet d'avoir un seuil minimum. Et ce qui engage du coup le fait quand même de farfouiller dans ces niveaux pour retrouver les drapeaux et optimiser son niveau de morale. Est-ce que c'est pas trop compliqué à gérer du coup le système de morale ? Parce que d'après ce que je comprends, il revient à 0 à chaque niveau. Il revient à 0 à chaque niveau, te poussant à être à chaque niveau attentif et pas te faire trop toucher, et surtout à chercher et trouver ces drapeaux, parce qu'encore une fois, quand tu as 5 niveaux de décalage avec le boss, ça rend l'exercice vraiment compliqué. Donc moi, quand j'attaquais des boss, à chaque fois je faisais attention d'avoir un niveau de morale le plus élevé possible, et je mettais toutes mes chances de mon côté pour battre le boss. Oui, ça t'oblige à farmer un petit peu du coup pour avoir suffisamment de morale, et après tu vas affronter le boss dès que tu le sens quoi en fait. C'est ça. Exactement, t'as tout compris. Farmer et aussi explorer, tu vois, vraiment essayer de trouver ces petits drapeaux qui sont cachés partout. Et les niveaux sont assez vastes ou c'est des niveaux plus étriqués, c'est des mini-mondes ouverts ou comment ça se passe ? Non, c'est plutôt, ils ont tenté des mini-mondes ouverts avec des champs de bataille qui sont plutôt bien faits. Il y a soit du couloir ou soit du champ de bataille, et en tout cas les niveaux engagent quand même à la découverte. Il y a des petits raccourcis, des petits passages secrets, les drapeaux ils sont pas toujours évidents à chercher, donc il y a quand même un level design qui pousse à cette exploration qui est plutôt bien
bien fait. D'accord. Et la dernière dimension, comme tous les Dark Souls finalement, parce qu'ils s'en inspirent quand même, notre personnage, au-delà du niveau de morale, il a un niveau qui lui appartient. Donc plus on tue des boss, on gagne, j'allais dire des âmes, parce que je suis trop habitué à Dark Souls, mais on gagne des ressources qui permettent d'améliorer le niveau de notre personnage, débloquant ainsi des sorts et aussi de la résistance, de l'attaque, de l'endurance, enfin de la jauge d'esprit, etc. Et il y a 5 grandes familles, si tu veux, dans lesquelles tu peux investir tes points. C'est le feu, la terre, enfin c'est un délire sur les éléments, l'eau, l'électricité, etc. Oui, ce qui est très chinois. Ouais, ça fait vraiment très folklore chinois et ça contribue à l'ambiance. C'est plutôt réussi. Donc voilà pour la présentation globale du jeu et de ce qu'on y fait. Donc les plus et les moins. En gros, plus, c'est l'ambiance. Franchement, j'ai adoré l'ambiance. Les musiques sont vraiment magnifiques. Le level design qui parfois chez certains déplaît. Moi, j'ai bien aimé parce qu'il y a de la hauteur, ça pousse à l'exploration. Donc moi, c'est un point positif pour moi. Je sais qu'il est négatif chez certains, mais moi j'ai apprécié. D'accord. Le jeu est très dynamique et ça on peut pas lui enlever. C'est vraiment un jeu dans lequel c'est toujours en mouvement et tout. C'est vraiment vraiment très plaisant à jouer. Le système de drapeau dont je te parlais et de morale que je trouvais moi plutôt bien pensé et trouvé. D'accord. Il y a quelques fonctionnalités de online aussi, tu sais, un peu comme dans les Souls où tu peux te faire envahir dans ton monde, tu peux envahir des gens, tu peux aussi entraider virtuellement d'autres personnes. Enfin, il y a des petites fonctionnalités online, tu peux faire des boss avec tes potes, etc. Donc ça, c'est plutôt cool. Ouais, des fonctionnalités d'accessibilité, tu peux réinitialiser tes points de compétence, ce qui n'est pas toujours le cas dans ces cas-là, dans ces jeux-là. Tu peux appeler des renforts pour t'aider, mais pas forcément online, mais des PNJ prévus par le jeu. D'accord, il y a des bots du coup. Ouais, exactement. Tu as des checkpoints très réguliers à travers des drapeaux que tu trouves justement, beaucoup de quantité de soins. Donc j'ai trouvé qu'il y avait plutôt un côté accessible. Et en durée de vie, la durée de vie et le late game que j'ai trouvé, donc le fin de jeu, ce qui se passe après avoir fini le jeu, que j'ai trouvé raisonnable. J'ai joué environ 30 heures, donc j'ai platiné le jeu, j'ai fait tout, même le niveau de difficulté le plus élevé. Enfin vraiment, je l'ai rincé. C'est une bonne durée de vie. Je l'ai rincé le jeu et voilà, tu vois, bonne durée de vie, t'en as pour ton argent, avec pas mal de niveaux annexes. Donc ça, j'ai bien aimé. D'accord. Et les moins, et malheureusement, il y en a pas mal aussi. Donc l'IA, l'intelligence artificielle des mecs qui nous viennent en renfort et des ennemis est absolument, comment je peux dire, immonde. Parce que tu sais, il y a un peu d'infiltration, faut pas se faire voir, etc. Mais des fois, tu peux être à un pas t'es à un pas de te faire voir par un ennemi, tu recules un tout petit peu, hop, il te voit plus, alors que t'es complètement en face de lui. Enfin, j'ai trouvé l'IA... Ah, ça, c'est quand même en termes d'immersion, si tu veux, ça aide pas du tout. Même les renforts, finalement, ils sont vraiment, vraiment mauvais. Un truc très bizarre aussi que j'ai trouvé, il y a énormément de loot. Par loot, j'entends les ennemis font tomber énormément d'équipements, d'armures, d'épées. D'accord. Même les petites araignées que tu vas tuer dans les égouts te font tomber des armures, te font tomber des épées, alors qu'on a tué des araignées à un moment, les gars, je sais pas ce qu'ils avaient. Les développeurs étaient peut-être payés au loot qu'ils intégraient dans les jeux, je sais pas. Mais tu te retrouves après chaque mission un inventaire ultra fourni pour au final quasiment jamais t'en servir parce que les meilleures armures du jeu tu les débloques très tôt. Donc moi j'ai fait quasiment les 3/4 du jeu avec la même armure, mais j'engrangeais du loot, des items et ça j'ai trouvé ça vraiment dommage. Tu veux dire que les développeurs de Wolong sont des anciens d'Ubisoft ? Je pense qu'il y a quelque chose, faudrait qu'on regarde quand même, mais j'avoue que c'est la même maladie. Ensuite, mon plus gros point faible selon moi pour le jeu, qui est l'excès de fonctionnalité, un manque de simplicité, et ils ont été, je trouve, complètement tout le temps dans la surenchère parce que je t'ai parlé de tout ce qu'on peut faire. Il y a des sorts, une 50aine à utiliser, des sorts de magie en fonction des éléments qui sont en plus, franchement, j'en ai utilisé qu'un seul sur les 50 de toute ma partie. Okay. Il y a des invocations que tu peux employer soit en buff, soit en debuff, enfin en attaque ou en boost de ton personnage. Une quantité énorme d'armes qui finalement sert pas à grand chose. T'as la parade, t'as l'esquive, t'as le contre, tu peux changer d'arme en contrant, et tout ça en fait, comme je dis, c'est sur la jauge d'esprit. Sauf que le contre, il est tellement important que j'ai utilisé que ça tout le jeu. Il y a un vrai déséquilibre dans les fonctionnalités qui sont données aux joueurs, ce qui fait que quand tu maîtrises bien ton contre, t'as besoin d'absolument rien d'autre. Et j'ai utilisé juste mon contre, une arme, et rien d'autre, et j'ai roulé sur tout le jeu. Quoi. Ouais, complètement.
Justement, l'équilibre de la difficulté est un vrai sujet parce que le début est assez frustrant, il est très difficile. Beaucoup de joueurs ont bloqué, si tu veux, au premier boss, alors que tout le reste, franchement, même le boss de fin est complètement anecdotique. Il y a deux boss que j'ai notés qui avaient des patterns intéressantes, qui est un boss à cheval et un boss optionnel de fin de jeu, mais sinon, à part ça, franchement... Vraiment oui, pas terrible. c'est mal dosé en fait. Il y a un pic de difficulté au début et après ça coule tout seul en fait. En gros, si je te suis bien. Ouais, c'est exactement ça. Donc j'ai trouvé du déséquilibre dans la difficulté, mais aussi, comme je te dis, dans les fonctionnalités qui sont données aux joueurs, parce qu'il y en a une qui est complètement cheatée. Quand tu maîtrises le contre, t'as absolument besoin de rien d'autre. Ce qui peut générer de la frustration, parce que quelqu'un qui achète le jeu, ou même quelqu'un qui le fait sur le Game Pass, parce que c'est un jeu Game Pass, c'est un coup à ce qu'il abandonne au premier boss venu, en fait, et du coup, il passera à côté de toute l'expérience, qui est au final plus safe derrière. Alors, c'est une très bonne remarque, et ça faisait partie de ma conclusion, donc je te réponds à ça tout de suite, mais tu as raison, en fait. C'est parce que c'est pour moi un jeu qui a été mal calibré pour le Game Pass en tout cas, parce que c'est un sacré argument qu'il soit disponible dans le Game Pass, parce que ça reste quand même un bon jeu, j'étais content de le faire, mais tu vois, pour les jeux qui testent et qui lâchent rapidement, je pense qu'ils passeront pas le premier boss, par frustration, alors que le reste, franchement, ça coule, ça y va, tu vois, ça passe bien et tout, il y a de l'intérêt, mais le début est vraiment mal calibré, ce qui fait que quand je pense que tu mets sur des plateformes comme ça, PS Plus ou avec Game Pass surtout, enfin parce qu'il y a plus de joueurs Game Pass, il faut que tu fasses attention à ce détail-là, parce que tu risques d'avoir beaucoup de gens qui abandonnent assez vite. Surtout qu'on a une période où l'accès au jeu est quand même très très facile, hein. On n'est plus dans les années 90-2000, comme pour le cinéma d'ailleurs, où les gens abandonnent assez rapidement parce que c'est pas fun, ou je suis pas rentré dedans, enfin tu vois, diverses excuses plus ou moins foireuses. Et pour les films c'est pareil, hein. Ils regardent 10 minutes, oh non ça me plaît pas, j'arrête, et c'est dommage parce que là je trouve que les développeurs ont chié dans la colle en fait, parce que à vouloir faire un truc un peu vénère dès le début comme ça, c'est un peu se couper une partie du public, du coup. Et c'est dommage, surtout à notre époque. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. En plus, le vrai pic de difficulté, il est au tuto quand même, hein. Il est pas non plus, tu vois, c'est vraiment très très tôt. C'est le premier boss, dans la première zone. Donc, sur 50, hein, sur 40 et quelques zones, c'est la toute première. Donc, c'est un peu rude. Et même, franchement, j'ai galéré au premier boss. Pourtant, je suis quand même, je suis habitué d'un Sekiro. J'ai fait tous les From Software. J'ai galéré au premier boss, tu vois. Donc, c'était étonnant. Et d'ailleurs, transition avec ce qu'on dit là tout de suite, c'est que j'allais faire le coin presse, donc les notes de la presse sont très bons, hein, c'est très bonnes notes, ça va de 17 à 8 sur 10, 7 sur 10, enfin bref, c'est des bonnes notes. Et les joueurs, c'est plus mesuré. Parce que je pense que c'est pour cette raison-là, tu vois, sur tous les joueurs qui ont déposé des notes, combien sont vraiment allés au bout de l'expérience et ont surpassé ces pics-là qui étaient assez infâmes. Et tu vois, souvent quand tu as un grand écart comme ça entre les notes des joueurs et les notes de la presse, c'est un indicateur quand même à pas négliger. Du coup, tu conseilles aux gens de persister en fait, de ne pas abandonner. S'ils aiment l'ambiance, tu leur conseilles quand même de passer ce premier cap de difficulté en les rassurant que derrière, ça sera plus jouable. Oui, vraiment, oui. Si on accroche au jeu, si on est content de l'avoir, si on a investi ou qu'on l'ait pris dans le Game Pass, peu importe, et qu'on bloque là-dessus, non, il faut aller un tout petit peu plus loin, parce qu'en ayant passé ce premier boss, le prochain pic de difficulté, il est très très loin, donc vous avez au moins 10 heures de jeu devant vous, où ça va bien se passer, où les mécaniques, ça va aller, quoi. D'accord. Donc en conclusion, est-ce que Wo Long était un sous-Sekiro? Donc Sekiro, hein, c'est le ténor, hein, c'était un GOTY d'ailleurs, hein, c'est un chef-d'œuvre de gameplay pour moi. Est-ce que c'est un sous-Sekiro Wo Long? En fait, la réponse, c'est un faux débat. C'était vraiment putaclic d'avoir mis ça. Donc la réponse est non, parce que je pense que Wo Long n'a même pas l'ambition d'aller sur ces plates-bandes. C'est vrai que, comme tu l'as dit, en termes de marketing, ils ont essayé de capter un petit peu les gens qui ont la fibre Dark Souls, etc. Mais manette en main, en fait, ça n'a pas grand chose de comparable avec Sekiro. Il y a, à mon sens, il n'y a pas une grande précision dans le gameplay. Le level design, tu vois, il est pas incroyable. Il est efficace, mais il n'est pas incroyable. Il n'y a aucun moment épique. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais le scénario, franchement, c'est le calme plat. C'est ennuyeux au possible. Vraiment aucune émotion, rien du tout. Donc, si tu veux, ça, c'est l'encéphalogramme plat. Par contre,
je conseille vraiment ce jeu parce que, tu vois, il m'a diverti. J'ai trouvé vraiment une bonne expérience sur le système de morale, les drapeaux. Quand tu maîtrises bien le contre, c'est valorisant. Comme je l'ai dit, c'est très dynamique. Donc il y a quand même, attention, c'est un jeu qui a des très grosses qualités. Mais tu vois, la balance, un peu comme la jauge d'esprit qui doit être à l'équilibre, il y a autant de défauts que de qualités. Ouais, Et est-ce que je le conseille? Parce qu'on voit souvent ça, on dit commencez par Wolong si vous voulez... si vous voulez tenter les jeux comme Dark Souls. Pour moi, ça c'est une erreur par contre. Je le conseillerais pas à ceux qui veulent découvrir ce style de jeu à la Dark Souls, mais je le conseille plutôt aux gens comme moi qui ont l'habitude et qui vont... tu vois, on n'a pas beaucoup de jeux du style en ce moment, et voilà, on va le prendre comme un Souls-like un peu moins bon, mais on va rouler dessus, on va prendre du plaisir. Car les néophytes, je pense, ceux qui veulent juste découvrir ce style, ils peuvent être frustrés et se dire ce genre de jeu, c'est pas pour moi. Et ça, ce serait une erreur. Donc quelqu'un qui veut vraiment découvrir les jeux comme Dark Souls, je pense qu'il faut mieux qu'il commence par un Elden Ring qui est calibré au cordeau, ou un Dark Souls 1 qui est un monument, plutôt qu'un Wolong qui est un petit peu bancal dans ses mécaniques. Donc merci pour ton test de Wolong, Fallen Dynasty, un jeu pour les gens en manque de Souls-like. Voilà, on peut dire ça exactement, et qui prendront du plaisir à rouler sur ce jeu. Tu nous ferais bien un petit point réseaux sociaux avant le sujet hors sujet, qu'est-ce que tu en penses? Écoutez, rejoignez-nous sur Facebook et Twitter. Bientôt, je fais un petit peu de teasing, il y aura aussi d'autres interactions possibles avec nous, pas seulement que sur les réseaux sociaux, ça va arriver bientôt, et avec Kira, on communiquera cette bonne nouvelle quand ça arrivera. Mais en tout cas, on prend toujours énormément de plaisir, Kira et moi, à partager avec vous et prendre vos remontées, vos suggestions, et n'hésitez pas. Exactement, toujours un plaisir, et puis on vous prépare quelque chose de très très cool pour ne pas trop... pour faire monter la sauce, on va dire. Bon, j'ai hâte que tu nous racontes ta pépite là. Hein. Bon, tu m'en parles de ce film, tu m'as envoyé des screens et tout. J'ai envie de savoir. Alors, pour mon sujet hors sujet cette semaine, je vais vous faire une recommandation en fait. Donc, c'est un film qui s'appelle La Cité des Enfants Perdus. Film fantastique français réalisé par Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro, sorti en 1995. Je vais vous faire le synopsis. Donc vous allez voir, le synopsis c'est un peu dense parce que c'est le genre de film où c'est un petit peu décousu volontairement en fait. Donc je vous ai fait un synopsis maison. Le film raconte l'histoire de Crank, un scientifique vieillissant qui cherche à voler les rêves des enfants, ce qui lui permettrait de rajeunir. Pour cela, il kidnappe des enfants dans une ville portuaire à l'ambiance steampunk et les emmène à sa cité habitée par d'étranges personnages où il espère extraire le précieux butin. Le film suit les aventures de Miette, une jeune fille orpheline qui travaille comme voleuse dans les rues de la ville et qui souhaite s'émanciper de ce milieu. On suit également Juan, un homme fort, taciturne, qui cherche à retrouver son petit frère qui a été kidnappé. C'est un film qui aborde des thèmes universels tels que l'innocence, la famille, la solitude, la perte, la mort. Donc c'est des thèmes quand même assez lourds. Il explore également des thèmes plus spécifiques liés à la science-fiction comme la technologie, la génétique et la transformation de l'humanité. Donc c'est typiquement, on reste dans une ambiance du coup un peu steampunk, vraiment dans une ambiance punk en fait. Ok, intéressant. C'est intéressant parce que déjà, je rabâche assez souvent, c'est un film français, donc un film français à effets spéciaux, donc il va y avoir des décors réels en dur, il va y avoir des images de synthèse, et en 95, les images de synthèse, c'était pas simple, mais elles ont étonnamment très très bien vieilli en fait. C'est un film incroyablement original et créatif qui se démarque par son esthétique sombre et malaisante, ainsi que par son histoire complexe et émouvante. Le film est une perle du cinéma français qui a acquis une place de culte dans l'histoire du cinéma au fil des années. C'est un mélange parfait d'imaginaire et de poésie, de malaise, avec des personnages mémorables que tu kifferais d'ailleurs, car ils ne dénoteraient pas dans un univers tel que Twin Peaks, ainsi qu'une atmosphère unique qui m'a fasciné. Alors la réalisation est tout simplement remarquable avec des décors et des effets spéciaux, encore une fois j'insiste, mais des effets spéciaux pratiques, donc ils ont vraiment tourné ça en studio, on a vraiment cette sensation d'avoir des murs poisseux d'un village portuaire en fait, avec des bâtiments un peu dans les teintes ocre, avec un ciel un peu vert, enfin on se retrouve vraiment dans un film avec un cachet très très particulier. Les acteurs sont également excellents, avec des performances remarquables. On a Ron Perlman, qui fait partie des acteurs principaux. Ron Perlman, tu le connais, tu l'as déjà vu dans Hellboy, c'est lui qui joue Hellboy par exemple. Bon, ça va, ok, je vois. Il joue dans Sons of Anarchy par exemple, donc c'est vraiment... Bon acteur, c'est vraiment un
très très bon acteur. On va retrouver également un acteur que j'avais vu en second rôle, j'ai pas vraiment de rôle notable à vous confier par rapport à lui, mais il s'appelle Daniel Emile Fork, en fait, qui joue le rôle du diabolique Crank, qui a une tronche, mais une trombine, mon gars, mais laisse tomber. Il fait vraiment peur, en fait. Et il y a toute une scène où il s'aperçoit qu'en fait, si les enfants ont peur, ils font des cauchemars, donc il faut essayer de les rassurer. Et il y a toute une scène où il est déguisé en Père Noël et il essaye de les rassurer, mais c'est encore plus flippant, en fait. Donc, niveau casting, c'est vraiment cool. On va retrouver Dominique Pinon, donc l'habitué de Jean-Pierre Jeunet, qu'on retrouve dans tous ses films, que tu as vu également dans Alien la Résurrection, film que Jean-Pierre Jeunet a réalisé également. Il joue la personne en fauteuil roulant. Ah oui, d'accord. La Résurrection, tu vois. Donc, lui, il joue 4 clones à la recherche de l'être original. Et on a également la petite Miette, jouée par Judith Vité, qui est très touchante et pour un... Disons, souvent les enfants français dans les films, c'est toujours un peu compliqué parce qu'on a l'impression qu'ils récitent leur texte. Bah là, c'est pas le cas en fait. Je l'ai trouvé très très juste. Mais ce qui rend La Cité des enfants perdus si spéciale, c'est son message émouvant sur la nature de l'enfance, de la famille livrée avec subtilité et poésie. C'est un ovni cinématographique qui ne laissera pas indifférent les spectateurs. Hein, c'est complètement perché par moments, dans une ambiance qui peut être assez lourde, qui a une mise en scène très très particulière, qui est pleine de courtes focales et de demi-bonnettes, en fait, ce qui te permet d'avoir les personnages au premier plan comme au second plan totalement net, avec des gros plans sur des visages. Donc sachant que tout le casting, hein, c'est tous des personnes que tu vas voir. Hein. T'as l'impression que des gens, on va dire, normaux que tu croises dans la rue, ils sont pas dans ce film en fait. Il a vraiment, ça m'a fait penser un peu au cirque de monstres des années 20-30, tu vois. Des personnes, il va y avoir des nains, des siamois, des gens obèses, des gens très grands, des gens tout petits, il va y avoir des gens avec des têtes complètement burinées par la vie, un mec a un œil tout blanc qui ressort, c'est hyper glauque à regarder, mais c'est ce qui fait le charme de cet univers en fait, et donc je comprends que ça ne puisse pas plaire à tout le monde, et que c'est plus un film que je conseille aux cinéphiles qui ont envie de vivre une expérience en fait, parce que c'est quelque chose de très envoûtant en tout cas. Ouais, et je sais, maintenant voilà, on se connaît bien, mais les acteurs à gueule comme on dit, hein, sans être péjoratif, c'est quelque chose que t'aimes bien. Tu en parlais d'ailleurs dans ton hommage, l'épisode dernier de Lance Reddick, qui était excellent. Tu vois, je me dis que il doit avoir une identité, ce film, au travers justement de ces... Voilà, c'est pas des acteurs hollywoodiens, ça a l'air d'être des acteurs qui ont vraiment une gueule, et ça a l'air d'être vraiment intéressant. C'est ça, tout le casting, c'est des acteurs français, à part Ron Perlman, qui est alors, il est anglais ou américain, je sais plus trop, qui tourne en français en fait, et donc du coup c'est sa vraie voix et il parle français, donc c'est toujours un peu compliqué par moment de le comprendre, mais ça va bien avec son personnage en fait, et du coup ça le rend d'autant plus attachant, parce que quand on voit sa carrure, quand on l'entend parler, on sent vraiment que c'est un étranger parmi cette ville en fait. Ouais, d'accord. Jean-Pierre Jeunet, c'est un réalisateur que j'apprécie beaucoup, il a fait pas mal de très grands films, son succès le plus notable c'est le fabuleux destin d'Amélie Poulain, qui a c'est lui. Voilà, qui a cartonné à l'époque, mais il a fait des films comme Délicatessen, que j'aime beaucoup, Alien la Résurrection, qui est pas mon Alien préféré, mais il y a des bonnes choses dedans, Un long dimanche de fiançailles, et dernièrement Big Bug, qui a pas mal divisé. Moi j'ai adoré, pareil, parce que ça reprend un petit peu son style de cinéma, mais c'est vraiment un film que je conseille si vous avez aimé. Alors, je vais faire une comparaison un petit peu bâtarde, mais c'est un petit peu, il y a un effet un peu Dark City en fait quand je l'ai regardé, en termes d'univers, en termes d'esthétique. C'est vraiment une œuvre à part entière, mais surtout une œuvre à part dans le cinéma français. Pour finir, le film vient tout juste de ressortir dans une édition 4K remasterisée par Jean-Pierre Jeunet lui-même, une version de toute beauté. Si je peux reprocher un petit truc, il y a peut-être un peu de grain sur certaines scènes, mais je pense que c'est volontaire. C'est justement, ça contribue à l'aspect poisseux du film en fait. Donc si vous êtes intéressé, vous le trouvez du coup soit en version physique ou également en version locative, car le film n'était plus disponible depuis plus de 15 ans en fait, et c'est vraiment la meilleure version pour en profiter. Donc t'es au cœur de l'actualité, même avec un film de 1990 quoi. C'est beau ça. Exactement. Je l'ai reçu hier, je l'avais précommandé, je l'ai reçu hier, mon colis a fait 4 fois le tour de la France, j'ai l'impression, parce que officiellement il est sorti en début de semaine, mais je l'ai reçu hier du coup, et je l'ai regardé cet après-midi, donc je suis encore un petit peu à chaud. C'est un film que j'ai connu il y a
il y a un certain nombre d'années. Je vais pas dire que j'avais pas apprécié à l'époque, parce que c'est pas vrai, c'est un film qui m'avait déjà envoûté, mais beaucoup de thématiques, j'étais totalement passé à côté. Et c'est vrai que mon regard de cinéphile actuel, en fait, c'est là que je me suis dit, ah ouais, quand même, c'était vraiment un grand film. Ouais, t'avais pas le même bagage qu'à l'époque, quand t'as fait ton premier visionnage. C'est ça, j'avais pas, j'étais vraiment plus jeune, hein, je me souviens, il passait sur TPS, je crois, à l'époque, ou Ciné-Cinéma, Ah oui, d'accord. je sais plus quelle chaîne, donc c'était vraiment il y a longtemps, j'étais beaucoup plus jeune, mais c'est surtout que j'avais pas la même relation avec le cinéma que j'ai maintenant, et c'est aussi ça qui fait que c'est un film qui marque, en fait. En fait, il vient puiser à l'intérieur, émotionnellement, et puis au niveau de ses bagages. Ouais, c'est beau. Moi, t'as cité Twin Peaks, hein, c'est tout ce qu'il me fallait, donc évidemment, je vais le regarder. Et encore une fois, cinéma français, donc c'est vrai que les Français ont été capables de faire des grands films. Bon, c'est un peu moins le cas maintenant, bien que j'attends beaucoup des Trois Mousquetaires qui va sortir bientôt. Mais voilà, ça fait plaisir de voir un film aussi différent que les comédies potaches ou les drames mielleux qu'on nous abreuve. T'as bien raison. Ainsi se conclut notre émission. Eh oui, déjà. Voilà, merci à vous de nous avoir écoutés. Moi, de mon côté, ce fut un plaisir d'animer cette émission en ta compagnie, Sid. Je vous souhaite à tous une excellente journée, soirée, matinée, route. Voilà. Et à la semaine prochaine. Plaisir partagé pour moi aussi, et on se dit à très vite. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao.